On est de retour sur la chaîne Basket Session. C'est le podcast, mais un podcast un peu particulier cette semaine. On se repose au niveau thème et on répond à vos questions parce qu'il y a des tonnes de questions que vous nous envoyez pour le CQFR du samedi. De temps en temps, on fait des deuxièmes salves et aujourd'hui, c'est le cas. On va faire une deuxième salve de questions-réponses. Et pour ça, évidemment, Shai et Théo sont à mes côtés et c'est Shai qui s'est chargé de sélectionner le restant de questions qu'il y avait. Tout à fait. On commence avec une question de Mamadou, question simple, courte, mais pas bête, je trouve, parce que c'est un terme qu'on utilise souvent sans vraiment le définir. Mamadou nous demande, pour vous, qu'est-ce que c'est un joueur impactant? Le terme impactant, qu'est-ce qu'il veut dire quand vous l'utilisez? Moi, je pense que c'est un joueur dont les performances ont un effet direct sur la capacité de son équipe à gagner. Et effectivement, je pense que souvent on utilise ce terme par opposition à des joueurs dont les stats peuvent être, flatteuses, mais un peu vides de sens. C'est-à-dire, j'ai schématisé quoi, des scoreurs d'équipes faibles qui mettent leurs points, mais qui finalement permettent pas forcément à leur équipe de gagner, alors que dans le même temps, tu peux avoir des joueurs dont les stats sont minimes et qui ont un vrai impact sur le jeu. Je vais donner un exemple, par exemple, je donne un exemple, c'est mon gars Steven Adams quand il était au Thunder. Je sais pas quelles étaient ses stats au rebond, par exemple, mais elle devait être vraiment famélique par rapport à son impact au rebond, dans le sens où il faisait des écrans retard qui permettaient à d'autres joueurs, notamment à Russell Westbrook, d'aller chercher les ballons. Mais en fait, c'est le plus gros du boulot. Alors je dis pas, je dis pas que Russell Westbrook faisait pas un effort, et je dis pas forcément qu'il faisait du stat padding, mais ce que je veux dire, c'est que l'impact de Steven Adams, tu voyais sur le box score, tu disais il a rien foutu sur le terrain, alors qu'en fait il va avoir posé les écrans qui permettent de démarquer des coéquipiers, il va refaire les écrans retard sans prendre les rebonds, tout ce boulot qui est pas forcément quantifiable de manière, qui est plus difficilement quantifiable par les données statistiques. Je pense que tu as très bien résumé, il n'y a rien de plus à rajouter. Ouais, moi c'est ça, j'aurais dit, vraiment pour moi ça définit, c'est pas un joueur star, c'est un joueur qui n'a pas besoin des statistiques ou de choses très très visibles pour y arriver. Les fameux intangibles dont on parle souvent dans le lexique américain. Moi, voilà, c'est ces joueurs-là, quand je dis il est impactant, c'est qu'il n'a pas besoin de mettre 35 points. Ça peut être, c'est des trucs qui sont difficilement perceptibles. Et du coup, c'est vrai que moi, je l'utilise assez souvent, j'avoue, dans les articles notamment, joueur impactant, et dans plein de sports d'ailleurs, un joueur qui permet de faire la différence pour son équipe. Voilà. Et parfois, les stars sont impactantes aussi. C'est pas pour dire que toutes les stats sont vides de sens par Mais ailleurs. du coup, on dit que c'est des stars ou des go-to-guys, ou voilà, ils sont pas juste impactantes. C'est souvent plus visible, j'ai l'impression. Mais bon. Question suivante de Jean-François. Ma sollicitation vient d'un des Hoop Culture où Théo et Pierre-Antoine, j'avais pas vu, Pierre Armand. Mais Jean-François a marqué Pierre-Antoine, je pense qu'il rêve de la fusion entre Pierre Armand et Antoine. Donc Théo et Pierre Armand se posaient la question des futurs Hall of Famers et des gens qui auraient mérité d'y figurer. Oui, le I, c'est la marque de fabrique de ma région, à savoir l'Auvergne, donc il est en majuscule, ce que vous ne pouvez pas voir, mais dans le mail, effectivement, c'est en majuscule. Et sur les critères ouvrant ou non à cette distinction. Je me suis immédiatement, au vu des noms mentionnés et des nouvelles catégories aberrantes, mis à rechercher les noms qui, à mon sens, n'avaient rien à y faire. Cela fait plus de 2 semaines que je rumine, peste contre moi-même en me disant qu'il y a quand même de beaux guignols et des bras cassés qui, on ne sait par quel miracle, ont réussi à se hisser dans le Hall of Fame. Par exemple, malgré mon âge avancé et le fait que j'ai pu voir des matchs du LeBron avant LeBron, j'ai même son maillot à la con bleu canard des Pistons, j'étais jeune, il ne faut pas me juger, j'avoue ne pas comprendre que Grant Hill ait pu être intronisé et Dieu sait que j'aime le joueur et le fantasme de ce qu'il aurait pu être. Je ne juge pas les vieilles gloires d'avant les années 80, mais je me pose la question quand même pour un Lou Hudson dont le palmarès semble un peu faible. Pour résumer, j'ai l'impression que maintenant tout le monde peut prétendre au Hall of Fame avec des justifications diverses, parfois très éloignées du pur sportif, et je voudrais connaître votre avis sur les personnes qui pour vous ne devraient pas faire partie du Hall of Fame. S'il vous plaît, dites Kevin Garnett. Je hais Kevin Garnett. Et il y a un post-scriptum. Je suis souvent d'accord avec les analyses d'Antoine. Dois-je consulter ? Je pense que oui, il devrait consulter puisqu'il appelle Pierre Armand Pierre-Antoine tellement il est obsédé par l'opinion d'Antoine. Bref, est-ce qu'il y a des joueurs, les gars, dont vous êtes toujours dit ou sur des entrées récentes que leur entrée au Hall of Fame était quand même un peu abusée? Déjà, je suis pas sûr d'être d'accord pour Grant Hill quand même. Parce que le Hall of Fame, c'est pas que la NBA. Il est quand même dans l'équipe olympique de 96, si je dis pas de bêtises, à Atlanta. Il a quand même une carrière à Duke.
Et après, même s'il y a les blessures, au Pistons, c'est quand même un sacré joueur sur une bonne moitié de sa carrière. Après, je pense qu'effectivement, le problème, c'est que plus à partir d'un moment, si à un moment tu commences à baisser les standards, enfin, tu fais rentrer de plus en plus de joueurs et du coup, ça peut donner l'impression que ça a de moins en moins de sens, cette histoire de panthéon du basket. Je sais pas si j'ai un mec que j'enlèverais déjà parce que moi, j'avoue que je fais pas trop gaffe en fait à qui rentre au Hall of Fame. Ça me. C'est encore une fois, on rentre dans la célébration des machins. Tu vois, je suis pas très attaché à ça. Je suis pas le roi de qui était le meilleur à telle époque, qui est le GOAT. Je suis pas fort. Enfin, c'est pas que je suis pas fort, mais je suis jamais très engagé sur ce genre de discussion. Donc ça rejoint pour moi ce type de discussion quand on se demande tiens, est-ce qu'il mérite ou non le Hall of Fame. Après, tu vois, T-Mac, c'est un de mes joueurs préférés, mais c'est vrai qu'il y a une question, c'est une question qui se pose sur sa carrière. En même temps, il a été tellement fort à un moment que tu te dis, bah ouais, mais tu es obligé de le mettre. Il a été tellement fort, il a été tellement bon, tellement brillant individuellement que tu te dis, bah non, il fait partie des plus grands basketteurs de l'histoire. Ça devient c'est des limites délicates, tu vois. Moi, je sais pas si j'enlèverais nécessairement quelqu'un. Moi, alors je vais repartir sur un petit peu ce qu'on avait dit avec Pierre Armand, effectivement, dans l'épisode spécial Hall of Fame. Je vais repartir de ce que disait Jerry West, où il considère, c'était le premier à considérer qu'il y avait trop de monde, en fait, dans le Hall of Fame. Et je trouve qu'effectivement, c'est une distinction qui perd de son sens au fur et à mesure du temps. Et du coup, c'est de plus en plus dur, je trouve, comme Antoine, de dire lui, il mérite pas d'y être. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens maintenant qui y sont. Tu dis pourquoi pas lui finalement. Ce qui était assez marrant, juste pour rappeler, c'est qu'on avait fait l'épisode. L'idée, c'était qu'on cherche, Pierre Armand et moi, chacun de notre côté, des mecs, et qu'après, on se pose la question de dire pour toi, est-ce que tu penses qu'il doit être au Hall of Fame? Les deux premiers auxquels j'ai pensé, je me suis rendu compte en cherchant qu'ils y étaient déjà. Chris Webber, Chauncey Billups. J'avais même pas fait gaffe qu'ils y étaient, tu vois. Et je trouve que c'est assez significatif de ce truc où finalement, si tu as joué suffisamment longtemps ou si tu as été suffisamment fort pour Grant Hill, c'est pareil. En fait, moi, je m'indigne pas parce que je sais à quel point il a été fort et je me dis, mais s'il y a d'autres qui y sont, pourquoi ce mec il serait pas là? Alors qu'effectivement, dans le cas de Grant Hill, c'est assez intéressant. C'est parce que ses pairs savent quel était son niveau, à quel point il était fort et que s'il n'y avait pas eu cette blessure, il aurait pu avoir un palmarès plus plein. Mais au bout du compte, tu pourrais très bien dire, oui, mais c'est pas de bol, t'as été blessé, t'y vas pas, t'as pas gagné, t'as été très fort, t'as joué 20 ans comme Vince Carter, t'étais fort, mais pas assez pour y être. Moi ça me gênerait pas, mais en fait, il y a un tel précédent que c'est quasiment impossible, je trouve, de dire tel mec mérite pas d'y aller, parce qu'en fait, j'ai l'impression que si tu t'engouffres dans cette voie-là, tu peux peut-être retirer la moitié des mecs, quasiment, quoi. Il y a un gars, Sean Marion, il est pressenti pour y être, c'est ça? Il y est pas. Moi, c'était une des questions que j'avais posées à Pierre Armand, justement. À ton avis, est-ce qu'il mérite d'y être ou pas, quoi? Parce que si Sean Marion, il y rentre, là, tu commences à vraiment baisser encore d'un cran le truc, tu vois. Vince Carter, c'est Il y a, il y a le c'est côté fait. compliqué, mais il y a le côté populaire, en fait. Il y a le Le côté ce côté qu'il a fame. représenté. Ouais, voilà, exactement, le côté fame. Moi, j'ai Ouais, un peu mais changé. vas-y, Shaim. J'ai un peu changé d'avis. J'ai revu ma position. J'étais très conservateur et un peu. J'avais des noms en tête pendant longtemps. Par exemple, ça va peut-être vous surprendre, mais parce que je l'ai vu jouer en fait. Ceux que j'ai pas vu jouer, je vais pas dire, je sais pas exactement quelle était leur popularité à l'époque, machin. Mais j'étais un peu étonné de voir Mitch Richmond à un moment. C'est un super joueur. Il a fait partie d'un trio un peu culte pour les fans à l'époque, Run TMC. Mais en fait, en me posant la question, je sais même pas si c'était un top 5 à son poste à l'époque. Sauf qu'il y a quand même la réputation, la popularité de l'époque qui font que ça peut s'expliquer. Là où j'ai revu ma position, c'est qu'avant, j'étais très. Il n'a pas eu tant d'accomplissements que ça, typiquement un Vince Carter, un Tracy McGrady, et j'aurais dit non, non, mais ils ont rien à faire là, il faut les sortir. Or, le côté fame, popularité, c'est quand même assez. C'est un marqueur, et il y a quand même fame dans Hall of Fame. Et je serais plutôt partisan, ça remonte un peu, mais j'aimais beaucoup le système proposé par Bill Simmons dans son bouquin ça verra jamais le jour, hein, ils vont pas se faire chier à faire tout un truc comme ça, mais il y a la pyramide qu'il avait imaginé de Hall of Fame avec des étages. T'as les gens un peu mention honorable qui ont fait des petits trucs sympas ou qui ont été connus à une époque au rez-de-chaussée, et plus tu montes, plus là tu as des légendes, et donc il y a quand même un marqueur quand tu entres en tant que membre du 3e étage, 2e étage ou du top de la pyramide. Et ça j'aime bien parce que ça permet de hiérarchiser un peu mieux et de pas dire qu'un tel a la même notoriété, la même fame ou les mêmes mérites qu'un autre joueur. Bon, c'est du débat
de comptoir presque. Hein, et je comprends, Antoine, que tu n'aimes pas spécialement débattre de qui mérite de. On est personne pour dire. Moi, je suis personne pour dire à Mitch Richmond, mec, qu'est-ce que tu fais? T'es un escroc, t'as rien à faire au Hall of Fame. Et c'est un très, très, très beau joueur, Mitch Richmond, en plus. C'était mon exemple cité là. Mais voilà. Je suis pour sortir personne, mais j'aurais bien aimé une évolution avec des niveaux. Voilà. C'est juste ça. En fait, je pense que ça vient aussi du fait que nous, on a tendance à traduire ça Hall of Fame par Panthéon, et qu'en fait, c'est deux choses complètement différentes, quoi. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est ce que tu dis. Shai, si tu as joué suffisamment longtemps ou que tu as marqué l'esprit des gens, bah, tu es au Hall of Fame. Mais est-ce que pour autant, tu es au Panthéon dans le sens les joueurs vraiment qui ont été les meilleurs, les plus dominateurs de leur époque? J'ai l'impression que c'est deux choses différentes, mais c'est trop dur de retirer des gens, effectivement, je trouve. De toute façon, il y en a tellement. Par contre, oui, c'est le sens que ça a. C'est là où je te rejoins un peu, Antoine, c'est le côté auto-célébration. Bah, c'est comme les Oscars, en fait. Tu vois, il y a un moment, un machin, il l'a pas eu, bah, il va l'avoir, même si c'est pas l'année où il aurait dû l'avoir, et que du coup, il y a un autre mec qui aurait plus dû l'avoir. C'est quand même des trucs c'est beaucoup d'entre-soi, se féliciter les uns les autres. Moi, je retiens plutôt certains discours qui ont été marquants. Moi, j'avais été hyper ému par celui de Ben Wallace, notamment. C'est un de ceux récemment qui m'a le plus touché parce que c'est un mec qu'on entend peu parler. Et finalement, bah, quand tu vois son parcours, tu dis oui, ça, c'est vraiment un parcours exceptionnel. C'est le mec sur qui personne n'aurait jamais parié, quasiment à aucun moment de sa carrière, et qui a marqué son époque, et qui a gagné, et qui a été le visage d'une franchise qui a marqué les esprits. Pour autant, ça ne veut pas dire que si tu fais un top 15 des meilleurs pivots, tu vas mettre Ben Wallace dedans, en fait. Ouais. Deux questions de Lilius, deux questions qui me plaisent bien et qui sont liées ou plus ou moins liées, mais vous verrez. Lilius nous dit: les gars, je ne sais pas si vous avez regardé un peu la ligue féminine Unrivaled ces derniers temps, est-ce que vous en pensez? Pour ma part, je trouve le format cool, on sent que les joueuses s'amusent, même si ça ne me fait pas monter au rideau non plus. Par contre, j'ai bien accroché avec le tournoi de 1 contre 1 qui a eu lieu cette semaine, et j'en retire deux choses. La première, c'est que Nafisa Collier est vraiment impressionnante, et pour moi, c'est la meilleure joueuse du monde actuellement, sans aucun débat possible. C'est toi qui as envoyé la question, Shai. C'est pas moi. T'as reconnu. C'est pas moi. Elle gagne le tournoi de 1 sans trop sourciller. Son équipe des Lunar Halls est imbattable. 8 victoires à 0 et tue le suspense. Bien loin de la hype, elle domine partout et aurait dû être couronnée cette année avec les Lynx, malgré le plus grand scandale de l'histoire du basket qui a offert le titre au New York Liberty. Je conseille à tout le monde de revoir les finales pour apprécier l'ampleur du vol. Je nuance là, hein, ça pourrait pas être moi parce que je suis pas d'accord avec cette take. Bref, première question. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-elle la meilleure joueuse de WNBA, ou sinon, pour vous, qui est la meilleure joueuse actuelle? Et il y a une deuxième question qui est liée au tournoi de 1 contre 1, et je vous la poserai dans la foulée. Est-ce que, avec ce que vous avez vu cette année, par exemple, est-ce que Nafisa Collier vous semble être la meilleure joueuse du monde? C'est toi qui suis le plus, Shai, en toute honnêteté. Moi, après, de ce que j'ai suivi, j'ai pas trouvé que c'était honteux qu'Adja Wilson soit élue MVP au vu de la saison qu'elle a faite. Mais je serais bien en difficulté de dire que l'une est vraiment beaucoup plus forte que l'autre. Là, je pense que toi, tu auras peut-être un avis plus pertinent, mais que ça soit l'une des meilleures joueuses du monde, je pense que ça fait aucun débat. Je sais pas si y a... tu vas pouvoir nous dire si tu penses que très clairement, elle se démarque de toutes les autres sans question. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est la joueuse la plus complète, effectivement. C'est toujours la question, qui est la plus dominante, la meilleure, la plus complète. Nafisa Collier, c'est la joueur la plus complète. Je pense pas qu'elle ait un profil de domination extrême comme d'autres stars avant elle. Par contre, ouais, elle est sur une phase ultra ascendante qui est assez magnifique et s'est révélée comme une joueuse incroyable. Donc, avec mes copains de Swiss Swish, on a fait un power ranking des joueuses il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai qu'on a mis Nafisa Collier en première position. Ça a un peu surpris parce qu'Aja Wilson est unanimement considérée peut-être comme la plus dominante. Et elle a encore gagné un titre de MVP qui n'est pas scandaleux. Mais peut-être qu'en termes de joueuse complète, je préfère Nafisa Collier à l'heure actuelle, ouais, c'est ça. Mais bon, ça se discute. Par rapport à la question, non, c'est pas, y a pas aucun débat possible. Le débat est largement possible pour cette question-là. Mago Kathleen sera la meilleure dans 3 ans. Ça 3 ans, ouais, ok, c'est noté. Vous avez bien noté. On rappellera à Antoine cette prédiction. Et il y a une deuxième question donc, qui est liée, c'est intéressant, au tournoi de 1 contre 1 que Nafisa Collier a remporté, qui est un peu une expérimentation dans cette Ligue Unrivaled. Il nous dit: ce genre de tournoi 1 contre 1 qui sera, j'espère, un jour adapté à la NBA pour les futurs All-Star Games ou autres in-season tournaments pourrait offrir des moments très divertissants sans pour autant impliquer trop de fatigue supplémentaire pour les joueurs, car ce sont des formats courts. Si on part du principe que tout le monde peut participer, même si beaucoup ne voudront sûrement pas, qui pour vous en NBA serait en finale de ce tournoi? Donc vous pouvez sélectionner 2 joueurs, et qui le gagnerait? Alors, si c'est adapté, je vous donne la précision, si c'est adapté à ce que les filles ont fait
avec la Ligue Unrivaled, il y a 7 secondes pour prendre un tir et balle à la joueuse qui vient de marquer. Tout dépend qui a la balle en premier, en fait. Ouais, c'est ça, parce que si Jokic a la balle en premier à C'est ce chaque que fois. j'allais Mais dire. bon, 7 secondes. 7 secondes, c'est ça, des fois, sur certains post-up. Moi, je vais dire Kevin Durant. Il serait en finale. Kyrie Irving serait fort. Shai Gilgeous-Alexander serait fort. Jason Tatum serait fort. Tatum serait très fort. Tatum serait très très fort. Tatum Durant, ma finale. Allez. Et victoire de Tatum est plus jeune. Non, victoire à celui qui a. Non, en vrai, victoire à celui au premier qui a la balle. Après, s'il marque pas le premier. Pas... Ouais, mais il met 2-3 points. Ah, je sais pas. Allez, je vais dire Kevin Durant qui gagne. Victoire de Kevin Durant. Moi, je suis partagé. Moi, je suis quand même partagé dans. Je pense que Jokic, s'il a la balle au début, en fait, qui peut faire quoi, en fait? Je suis pas sûr de voir. Ça dépend de son degré d'implication. Je pense qu'à un moment, il rate Jokic. Et par contre, derrière, il peut pas défendre. Il peut jamais arrêter un mec. Ah, mais il faut que le mec marque aussi. Hein. Tu sais, tu vois, si tu peux laisser marquer en périphérie, t'es pas obligé d'aller coller. Si tu défends sur Jason Tatum, t'es pas obligé d'aller coller à 3 points. Il peut prendre ses tirs à 3 points. Il y a un moment, il aura pas tous les rebonds, tu vois. C'est pas si simple que ça, quoi. Après, moi, j'avoue que ça m'intéresse pas des masses, en fait, les tournois de 1 contre 1. Bah, déjà, on en parlait un peu dans le CQFR de ce matin, mais il y a le côté curiosité, nouveauté. Ça jouerait sur l'ego des mecs. Il y a la possibilité de se mettre un peu en danger. Je rappelle l'exemple chez les filles, Brianna Stewart, qui serait l'équivalent d'un Kevin Durant, par exemple, qui a pris un 12-0 contre une sophomore, qui est une très bonne joueuse, mais 12-0. Parce qu'elle n'a pas eu la balle en premier, elle a raté un tir et c'était terminé après. Donc, moi, je trouve que c'est pas inintéressant. Il faut le prendre comme c'est. Et c'est ce que Kyrie a dit. C'est différent du 5-5 et il faut le marketer comme quelque chose de différent, comme un truc un peu plus fun. Mais moi, je trouve pas ça inintéressant, par contre. Limite, je me demande s'il faudrait pas faire comme dans les sports de combat et faire des catégories dans ce cas-là. Des catégories avec des intérieurs. Tu vois, j'ai l'impression que moi, je voudrais. Pardon, vas-y. Non, Vas-y, tu vois, j'aimerais voir. Si tu me dis c'est Stephen Curry face à Kyrie Irving, j'ai envie de regarder, quoi. Ouais. Tu vois, si tu me dis c'est Jokic face à, j'en sais rien moi, Victor, ou face à Chet Holmgren, ou face à Joel Embiid encore mieux, là j'ai envie de voir. Mais je pense qu'il faudrait limite, s'il y a ça, limite qu'il y ait des catégories, quoi. Parce que il peut y en avoir dans un premier temps avec le côté tête de série et machin, ou comme les régions dans le tournoi NCAA, où tu as la région des intérieurs, des ailiers, des arrières, ça c'est possible. Mais après, à un moment, tu es obligé d'affronter un mec qui n'est pas de ton poste ou de ton gabarit, je pense. Mais bon. C'est comme j'en parlais aussi dans le CQFR de ce matin, j'étais un peu comme Théo, j'étais en mode il y a des catégories dans les sports de combat, il y a des positions au basket. Je pense que là, un tournoi de 1 contre 1, c'est pour ça que j'ai choisi 2 ailiers. J'aurais pu dire chez Kyrie, tu vois, j'y ai pensé, c'est peut-être celui qui a le plus de technique, mais en fait, j'ai l'impression qu'il faudra quand même un mix de taille et de talent individuel qui va au final pencher en faveur des ailiers, quoi. Tu vois, un Tatum ou un Kevin Durant, ils sont suffisamment longs pour à un moment gêner un intérieur et ils sont quand même suffisamment mobiles pour passer Jokic 8 fois sur 9, tu vois, ou un truc comme ça. C'est ça que je me dis, si on mélange tout, j'ai l'impression que les ailiers vont quand même avoir, les très très bons ailiers vont avoir quand même un espèce d'avantage à un moment. Moi, je vous donne ma finale. Moi, je mettrais bien Victor Wembanyama contre Luka Doncic. Wembanyama, il serait bon, je pense. Wembanyama, il peut shooter par-dessus. Il peut interdire l'accès au cercle parce que avec la taille du terrain, de la zone sur laquelle il joue, les mecs n'ont pas beaucoup d'espace pour vraiment démarrer et le prendre en vitesse. Je pense que ce serait, il peut être pas mal. Et Doncic parce qu'il peut marquer de n'importe où et limite faire des tricks en même temps. Je pense que ça peut être pas mal. À l'époque, Nike avait lancé un tournoi qui s'appelait le Battleground. Là, il y en avait un peu partout à travers le monde. Et alors, ça remonte, hein, vraiment, c'était à 20 avec au moins. avec Amarassi qui a gagné. Voilà, Amarassi. Effectivement, les joueurs qui allaient loin, souvent, c'était pas forcément les plus flashy. Hein. C'était des joueurs. Il y avait même une version où c'était ouvert à n'importe qui. En fait, tu pouvais te présenter. Il y avait des éliminatoires qui se passaient à Coubertin, de mémoire. Et il y a quelqu'un, alors là c'est vraiment pour les anciens qui se rappelleront du Quai 54, qui s'appelle Big John de Paname, là, qui est maintenant ouvreur, qui a sorti un bouquin même sur sa vie, voilà, qui avait été je crois qu'il était je me demande s'il n'était pas à l'INSEP avec Tony Parker, mais qui était un intérieur qui aurait été de petite taille pour le très haut niveau, mais hyper costaud. Il était allé loin juste en faisant chaque, quoi. Il avait la balle, il faisait post-up, un panier en dessous. Il avait été relativement loin. Donc, pas assez loin pour aller jusqu'aux phases finales. Mais ouais, finalement, c'est l'aspect flashy n'est pas forcément celui qui te permet d'aller plus loin, quoi. Ouais, ce qui serait intéressant là, c'est que on parle de joueurs d'élite, des meilleurs joueurs du monde. Donc,
C'est pour ça que moi j'aimerais bien voir ce côté-là, les grands noms comme on en parlait pour le concours de dunk ce matin. Ça veut pas dire que ce seraient les meilleurs du monde dans l'exercice, mais au moins il y a voilà, l'image de marque est en jeu. Moi ça me plaît plutôt. On verra, hein, c'est peut-être une lubie qui verra jamais le jour parce que les mecs veulent pas se mouiller. C'est possible. Ils feront pas. Ouais, tu penses? Bah, Kyrie a dit qu'il était chaud, mais bon, on comprend pourquoi il est chaud, quoi. Ce qui est ironique, c'est qu'ils le font devant des caméras, en fait, avec Team USA chaque année. Ils font toujours un King of the Court qui est diffusé, où tu vois des mecs... mais bon, c'est pas tout à fait pareil, quoi. C'est pas la même chose, mais... Et sinon, ils peuvent faire comme... Tu vois, Ouais. tu vois, si Tatum se fait taffer par Kevin Durant ou inversement, c'est une chose. Mais si tu te fais taper par Osar Thompson, par exemple, c'est pas la même, quoi, tu vois, pour c'est les go. ce que j'allais dire. En fait, ça pourrait ne pas être possible du tout parce que chez Unrivaled, c'est toutes les joueuses qui étaient engagées dans la ligue, qui étaient inscrites de fait dans le tableau. Et c'est quasiment que des stars, c'est que des très, 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 très bonnes joueuses. Donc là, en NBA, ce serait tous les joueurs, tous les joueurs invités, sélectionnés, qui seraient répartis dans le tableau. Peut-être l'équipe du Rising Star, éventuellement, auquel cas ça marcherait pour Osar Thompson qui taffe une star. Mais bon, en tout cas, moi, je vais continuer de militer pour. Je sais que c'est pas forcément le truc le plus populaire, mais au moins, dans l'espoir de sauver un peu ce qui peut encore être sauvé au All-Star Game, je serais assez pour cette tentative-là. Voilà. Il y a un mec qui doit être chaud, c'est Cameron Reddish, là, parce qu'il a fait fuiter des actions de lui en train de taffer tout le monde à l'entraînement des Lakers, là, pour faire monter sa cote. Je pense que lui serait partant. Bah, ça peut être... S'il y a des joueurs random, entre guillemets, qui sont invités, les stars vont encore moins avoir envie de se faire taffer pour dire, attends, j'ai pris 12-0 contre un tel. Cam Thomas, il a la tête de quelqu'un qui va mettre 12-0 à une star. C'est clair. C'est clair et net. Allez, question de Benjamin. Hello la Team Rivers. Les comparaisons entre LeBron James et Magic Johnson ont toujours été là depuis que LeBron est aux Lakers, c'est même avant. La question, voyez-vous LeBron capable de jouer 5 en playoff pour gagner une série comme avait pu le faire Magic en finale? Oui. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, mais il a 40 ans, il n'avait pas 40 ans, Magic. Ouais. Et Magic, il n'a pas fait tout le match au poste 5 non plus. Hein. Il a fait l'entre-deux et puis il a joué par séquence, mais après, il a joué meneur le reste du match, quoi. Si tu te fies à Basketball Référence, LeBron, sur la saison 2021-2022, il a joué plus pivot que n'importe quel autre poste et il tourne à 30 points, 8 rebonds, 6 passes par match sur la saison. Ils ont mis pivot, ils ont mis poste 5, center. Ouais. Bon, après, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Mais tu vois, il a plein de saisons en tant que power forward aussi. Après, c'est Basketball Référence, ça a ses limites. Mais même avec le Heat, par moment, il jouait pas vraiment. Il a jamais vraiment joué 5 à Miami. Mais tu vois, En fait, ça veut rien dire. Mais moi, je pense que oui. Je pense que dans ses meilleures années, LeBron, il aurait pu jouer 5 sur une série et gagner une série. Après, il aurait joué 5 défensifs, quoi. Il aurait fait comme ça. Voilà. En attaque, il n'aurait pas demandé à jouer 15 post-up de suite. Ça aurait pas été ça, de toute façon. Mais effectivement, avec le Heat, il l'avait un petit peu joué. Il y a une saison où Spoelstra avait réussi à le convaincre de jouer 4, un peu comme il le faisait avec Team USA. Et je crois que c'est la saison où ils ont une série de victoires assez folle, là, le Heat. Là. Vraiment, ils avaient développé un basket vraiment impressionnant défensivement, offensivement. Et là, LeBron jouait un peu 4, ouais. C'est marrant, on a énormément de questions sur LeBron encore. On aurait pu croire qu'au bout d'un moment, les gens allaient se lasser, qu'à 40 ans, mais j'en ai encore quelques-unes, vous verrez. Notamment, si je la retrouve tout de suite, là, voilà, une question de Bob The Blond qui nous dit « C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du trade Luka Davis, mais vu la folie au sens propre de l'échange, il me reste encore des questions en tête que j'aimerais partager avec vous. Je m'intéresse au point de vue de LeBron. Il n'aurait pas été mis au courant en amont du trade, et même si son histoire de restant en famille devait être un air de flûte, il n'était pas à l'origine de l'idée. Les Lakers ont clairement saisi l'opportunité de récupérer leur star pour leur prochaine décennie et donc de gérer l'ère post-LeBron. Au-delà des jolis discours de conf de presse et du match cadeau contre le Jazz, où ils ont pu avoir une connexion au vibe père-fils basketteur dans un City Stade, je me demande donc comment vont cohabiter ces deux lignes temporelles, la fin du règne du King et la prise de pouvoir de Luka à Los Angeles. Est-ce qu'on va avoir un immense LeBron ces prochaines semaines, une partie de lui étant vexée en se sentant poussé à la retraite? Et est-ce que LeBron laissera vraiment Luka devenir le franchise player avant sa retraite? Si oui, en prenant quel rôle? Moi, je suis persuadé qu'on va avoir un immense LeBron, mais pas vexé, mais parce qu'au contraire, rajeuni, en fait. Je pense que l'arrivée de Luka Doncic, ça lui redonne du peps, parce qu'il va pouvoir jouer un peu plus souvent sans la balle, parce que je pense qu'il va le laisser être le franchise player, Luka. En fait, il y a assez de ballons pour deux dans cette équipe, et on l'a vu, ce qu'on a vu contre le Jazz, je pense qu'on le verra à des plus grandes échelles. Après, effectivement, dans les moments les plus chauds,
Luka aura peut-être le plus souvent la balle. Si vraiment il devait y avoir une série de playoffs là demain avec quelques possessions très chaudes à la fin, je pense qu'il y en aurait un peu plus pour Luka que pour LeBron, mais au final, comme Kyrie se mettait en retrait, je pense que LeBron serait capable de le faire aussi. Il l'a fait pour Austin Reeves dans les playoffs 2023, pardon. Ouais, playoffs 2023. Si LeBron l'a fait pour Austin Reeves, est-ce qu'il le ferait pour Luka Doncic? C'est ça la question. Donc, évidemment que oui. Et moi, je pense que ça le rajeunit et je pense que ça lui donne quelque chose qu'il avait complètement abandonné. C'est peut-être, sur un malentendu, de finir sa carrière sur un titre. Et ça, je peux te dire que ça, là, pour moi, LeBron cet été, il va bosser comme jamais parce qu'il se dit, ah, mais en fait, je fais ma dernière saison. Si on déconne pas avec Pelinka et tout, on a une équipe candidate au titre. Si je donne tout, que je m'arrache, que je fais une saison de fou furieux et que Luka, il est juste Luka, bah peut-être on finit sur un titre ou sur une finale, tu vois, ou sur une finale de conf, mais sur un truc vraiment héroïque, un truc qui était impensable avec les Lakers, avec Anthony Davis, tu vois. Et là, ça leur a redonné un espèce de peps. Donc moi, je pense que LeBron va être très bon, mais je vois pas une guerre d'ego avec Luka Doncic. Son Luka, il est en train de prendre ses marques. Au contraire, moi, je pense vraiment que ça va bien marcher sur le terrain, bien marcher en dehors. Ultra optimiste. Comme toi, je pense que c'est tout bénef pour LeBron. D'une part parce qu'en plus, ils sont tellement pas sur la même timeline que ça n'a jamais été un rival, en fait, Luka Doncic. Ça a toujours été un de ses descendants, avec des guillemets, hein, bien entendu. Il a jamais caché l'admiration qu'il avait pour lui, le talent qu'il lui prêtait, etc. Et je pense que c'est tout bénef parce qu'en fait, si ça marche, bah, c'est parfait pour lui. Si ça marche pas, ce sera pas de sa faute de toute façon. On pourra pas lui dire t'as mal fini ta carrière ou tu finis sur une finale de conf perdue. Ça sera pas de sa faute. Sur le partage des responsabilités, je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour que ça marche bien dans des matchs clés. Ils peuvent faire gagner leur équipe, ils peuvent aussi rater le panier de la gagne l'un comme l'autre. Mais je vois pas de guerre de... Je vois pas de tiraillement, honnêtement. Je pense que c'est parfait vraiment pour LeBron. Tu pouvais pas espérer mieux. Et je partage ton avis, Antoine, pour son été, mais je suis même pas sûr qu'il aura besoin de se dépouiller pour faire une grosse saison régulière. En fait, c'est encore mieux. Limite, tu dis, bah là, j'ai vraiment un mec qui peut porter l'équipe. Alors Anthony Davis était excellent cette année. Hein. C'est lui, à bien des égards, qui portait l'équipe des Lakers, mais c'est pas la même chose, en fait. Quand t'es le responsable de la défense, malgré tout, c'est pas tout à fait la même responsabilité, même si elle est importante et que je la minimise pas, que celle de porter le projet collectif offensif de ton équipe. C'est autre chose. Et là, tu parles d'Austin Reeves, c'est marrant, Antoine, parce qu'il LeBron, il surkiffe Austin Reeves, en fait. L'autre fois, je tombais sur il y avait une photo du haut de la salle où on voyait LeBron avec Austin Reeves et Luka, et dans la légende, il avait mis, mais moi avec Luka et Or, là, c'est comme ça qu'il l'appelle, mais quelle chance j'ai. En fait, il les kiffe, ces deux mecs qui peuvent faire une partie de ce que lui devait faire avant, en qui il a manifestement confiance. Pour Austin Reeves, c'est clair, pour Luka Doncic, je doute pas que ça sera le cas. Pour moi, c'est tout bénef. C'est LeBron, enfin, bien sûr, les Lakers sont le grand gagnant du trade, mais LeBron est juste derrière, en fait. Moi, alors, je suis totalement d'accord avec vous. Je mets un tout petit bémol, mais c'est pas vraiment un bémol. C'est plus mon cerveau pas de conspirationniste au sujet de LeBron, mais un peu, parfois un peu sceptique sur le côté contrôle fric de sa carrière. Je me dis juste que si ça devait ne pas fonctionner pour X raisons, que ça parte en cacahuète, c'est ce qui est toujours une possibilité, on peut jamais vraiment savoir au NBA. J'ai l'impression qu'il va quand même se prémunir de ça. L'espèce de news qui était tombée avec le clan de LeBron, qui était un peu surpris que Luka est un peu, que les Lakers fassent des pieds et des mains pour mettre Luka à l'aise, que renforce l'équipe immédiatement et tout ça. J'ai l'impression qu'il arrivera à trouver le moyen de ne pas être considéré comme totalement responsable de la situation si ça ne marche pas. Par contre, je pense que ça va plutôt bien marcher si l'équipe est correctement renforcée. Et je pense que LeBron va faire une très très belle fin de carrière avec Doncic à côté, j'ai aucun doute là-dessus. Il faut préciser que c'est une rumeur, ce truc, Je sais. quand même. C'est pas une info, en fait. C'est une rumeur facile à créer. Tu vois, on ne sait pas s'il y a une vraie source. Parce que moi, je peux la créer demain, cette rumeur. Je suis l'actualité NBA, des rumeurs comme ça, je peux t'en faire 5. Je te dis pas que ça se trouve, c'est vrai, tu vois. Je te dis pas que c'est complètement faux. Qui c'est qui l'avait sorti? Parce que pour que ça soit relayé par un média relativement mainstream, faut que ce soit... Il y a des trucs de Stephen A. Smith qui sont relayés par des médias mainstream. J'aurais pas dit. Je sais. Non, mais c'est pas vraiment pas contre toi. Je te dis que ça peut être vrai. Tu vois, mais c'est un truc... Mais bon, oui, après, tu as raison, c'est une nuance vraie. Effectivement, LeBron, il trouvera toujours un moyen de retomber sur ses pattes, de toute façon, au niveau narration. Voilà, c'est juste ça. Mais je dis ça n'a rien à voir avec le sportif. Je pense vraiment qu'il va... Je suis d'accord avec le côté
rafraîchissant pour lui, et c'est quelqu'un c'est le joueur qu'il préfère, on l'a déjà dit, c'est le joueur qu'il préfère, je pense, dans la nouvelle génération. Et Luka, LeBron, c'est un modèle, voire presque une idole pour lui, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Si autour, s'il n'y a pas de blessure ou de choses comme ça, je pense que ça va très bien marcher, et la fin de carrière, elle sera bien. Mais tu sais, en plus, même si ça fonctionne pas, lui, il peut toujours. En fait, je vois pas comment ça peut retomber sur lui, en fait. C'est ce que je disais, en fait. C'est pour ça que c'est parfait pour lui, en fait. C'est que si ça marche pas, de toute façon, ça sera pas de sa faute. Donc c'est. Vous avez transféré Anthony Davis, c'était mon gars, on avait une équipe, on était 4e, pourquoi vous êtes allé faire ce trade? Ouais. Je vois pas où ça revient sur LeBron, en fait. Au pire, c'est Luka qui est pas assez bon, tu vois. Ils vont sortir qu'il mange trop. Ça va pas. Non, j'exagère. Allez. On passe à un petit start bench cut des familles qui nous est proposé par Thomas. Vous devez intégrer un duo de père et fils à leur prime dans votre 5 majeur. Vous voyez, il y a 3 catégories. Là, c'est les pères et fils dans leur prime. Je vais vous en proposer 3 tandems. Et il faut que vous startiez, benchiez et cutiez ces 3 tandems. LeBron James et Bronny James. Arvydas Sabonis et Domantas Sabonis. Scottie Pippen et Scottie Pippen Jr. Moi, je starte les Sabonis. Je bench les Pippen et je coupe quand même le duo LeBron James, quoi. Je pense que je vais faire pareil. J'ai hésité à start les Pippen à la place des Sabonis. J'ai du mal avec Domantas. Je vous mens pas, j'ai vraiment du mal avec Domantas Sabonis. Mais je vais faire pareil quand même, je pense. Après, on n'a pas vu le prime de Bronny, c'est un peu injuste. C'est vrai. Ils montent en puissance, là, attention. Ils sont tous sur les. C'est que sur des. Tous les start bench cuts sont sur des. Non, pas des pères et fils. Non, ce que j'allais dire, il manquait quand même le duo Luka Doncic, Devin Booker, mais. Très bon, Théo. Non, c'est sur d'autres trucs, vous verrez. Moi, je sais. En fait, le meilleur joueur des 3 tandems, c'est LeBron, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un écart entre Bronny et Scottie Pippen Jr., on verra à la fin de leur carrière, mais sinon, oui, Arvydas Domantas, c'est pas mal quand même. Dans leur prime, je mets ça, et après, je bench les Pippen et je cut les James. Ensuite, vous devez intégrer un duo de frères à leur prime dans votre 5 majeur. Dominic et Gerald Wilkins. Stephen et Seth Curry. Pau Gasol, Marc Gasol. Pau Gasol, Marc Gasol. Ouais, pareil. Je les start derrière les Curry. Les Curry, ouais. Et dernier, Gerald Wilkins, c'était quand même. Pourquoi il n'y a pas eu les 3 frères Ball? Ils peuvent jouer à 3. Hein. Lamelo, Liangelo, Lonzo. Hein. 3 joueurs, mais 2 cerveaux. Voilà, c'est ça. Ça marche. Moi, Allez, avoir les 2 shooters en même temps, si t'es bien entouré, les 2 Curry, c'est quand même pas mal dans leur prime. Donc, quand Seth était bon, la courte période où il était très bien, moi, non, les Gasol. Pau Gasol né un 6 juillet, comme moi, je suis obligé. Je start les Gasol, je bench les Curry et je cut les Wilkins aussi. Les Gasol ont quand même été les 2 pivots titulaires d'un All-Star Game une année, quoi. C'est vrai. Vous devez intégrer un duo de jumeaux à leur prime dans votre 5 majeur. Horace et Harvey Grant. Robin et Brook Lopez. Amen et Ozar Thompson. Le prime des Thompson, on n'y est pas encore. Ouais, on n'y est pas encore, en fait, c'est ça. Ouais. Parce que eux, il peut être lourd, leur prime. Il peut être très lourd, même. En fait, l'avantage, c'est qu'ils sont hyper complémentaires parce que tu peux les mettre où tu veux, en fait. Alors que les autres, c'est quand même 2 duos de big men, à chaque fois avec un vraiment plus fort que l'autre. C'est c'est pas simple. Donc ouais, je pense que parce que c'est intégré dans ton 5 majeur, c'était ça la question. Ouais. Donc les plus faciles à intégrer dans un 5 majeur, je pense que c'est les Thompson, en fait, parce que tu peux les répartir comme tu veux. Derrière, sur le talent, c'est quand même les Lopez, c'est quand même plus fort que les 2 grandes, je pense. Qui pareil pour moi, même ordre. Ouais, alors moi, je mets pas je starte pas les Lopez parce qu'ils ont été colocs pendant quelques mois à New York et ils pouvaient plus se blairer, ils ont dit. Et donc dans la même équipe, bof, dans le même 5 majeur, ça peut pas être. Ouais, je mettrais les Thompson aussi, parce que j'ai l'impression que ça peut être cool. Je les start, je bench les Lopez et je cut les Grant. Voilà pour ces petits start bench. Très cool. Ouais. On passe à une question suivante, question de Maxime. Alors c'est une question sur Nikola Jokic et sur le titre de MVP, vous allez voir.
presque un plaidoyer, mais il demande quand même si vous partagez son avis. Après 20 matchs, Denver était à 11 victoires pour 9 défaites. Voir Denver à la 9e place de l'Ouest début décembre, c'était sale. Sur les 20 suivants, Denver a gagné 13 fois défaites, soit 65% de victoires. Sur les 15 derniers, Denver est à 12 victoires pour 3 défaites, soit 80% de victoires. Jokic ne fait-il pas le parcours individuel et collectif parfait pour finir MVP ? Je m'explique. Si pendant des années on considérait que classer son équipe parmi les premières places de sa conférence était essentiel pour être MVP, aujourd'hui on arrive à choisir un joueur d'une mauvaise équipe sans lequel son équipe plongerait au classement. Le choix d'un Jokic fut souvent accompagné de la notion de faire bien jouer les autres, et ses stats en début de saison allaient totalement dans ce sens. Sans Jokic sur le terrain, Denver devenait une des plus mauvaises équipes de la ligue. Peut-être que ses stats individuelles baissent très légèrement depuis que Denver gagne, mais l'équipe joue mieux, avec une réussite générale qui s'améliore et des joueurs capables de prendre vraiment chaud. Mais où est-ce que je veux en venir ? Sur la même saison, il fait subsister son équipe individuellement et il la fait gagner collectivement. Sur la même saison, il montre qu'il est essentiel quand ses coéquipiers sont mauvais et il arrive à faire en sorte que ses coéquipiers soient bons. J'ai l'impression qu'il répond à l'argument de l'ancienne école, à savoir le parcours collectif qui doit être significatif, quitte à ce que son équipe tourne quand même bien quand le joueur potentiellement MVP n'est pas là, et de la nouvelle école, il transforme le jeu d'une équipe qui sans lui serait totalement à la dérive, donc est vraiment valuable. Est-ce que vous considérez donc que Jokic fait le parcours parfait et qu'on devrait lui donner le titre de MVP cette saison plutôt qu'à un concurrent au hasard chez Gilgeous-Alexander ? En fait, le truc, c'est qu'on pourrait dire exactement la même chose au propos de Shai Gilgeous-Alexander. Les stats aussi du Thunder sont bien moins intéressantes. Il y a le on-off, et là, le drop habituel qui est souvent mis en avant pour Jokic, il est tout aussi marquant chez Shai Gilgeous-Alexander. Sachant que Shai Gilgeous-Alexander joue dans une équipe qui tourne aussi bien, tu vois. Donc, c'est dur, c'est très dur. Jokic, je pense que c'est l'ironie, c'est qu'il fait sa meilleure saison en carrière, à mon avis. Et c'est très paradoxal de se dire que peut-être qu'il n'aura pas le MVP sur la meilleure saison de sa carrière, alors qu'il en a déjà pris 3. Je pense qu'on est au-delà du stade de qui mérite. Les deux méritent. Donc les deux méritent, les deux font une saison exceptionnelle. Et là, tu rejoins d'autres éléments. Il y a une partie narration. Et moi, je pense que si le Thunder fait la meilleure saison de son histoire, alors qu'il y a ni Kevin, tu vois, que Shai Gilgeous-Alexander, en gros, fait mieux que Kevin Durant, que Russell Westbrook. Alors moi, la partie narration fait que je donnerais ce trophée à Shai Gilgeous-Alexander, qu'il n'a pas encore eu, qu'il le vise clairement. Je suis moins dans le mérite. On est tous les deux on le mérite. Alors je prends un autre argument et je suis plus sur le qui le mérite le plus entre deux mecs qui le méritent, parce que ça veut rien dire des fois qui mérite le plus. C'est comme qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus fort entre tel et tel mec, tu vois. On en revient au même truc. Si les deux sont forts, des fois c'est dur de savoir vraiment qui est le plus fort. Donc là, moi je rentre dans un autre truc qui est de donner quelle est l'histoire qui m'intéresse le plus. Et sur cette saison-là, où le Thunder est parti pour battre son record de franchise avec un joueur qui clairement porte cette équipe, mon histoire sur cette saison-là, c'est de le donner à Shai Gilgeous-Alexander. Moi, je suis moins sur le storytelling. Pour moi, je suis d'accord avec les arguments. J'ai oublié le prénom de l'auditeur là, qui a envoyé ça. Pour moi, effectivement, c'est pas pour dire que Shai le mériterait pas, mais je pense que Jokic le mérite. Je regardais rapidement. Même si on met de côté, donc si on part du principe que leurs deux équipes font des parcours qui sont quasiment similaires, ou du moins que leur impact sur leur équipe est quasiment le même, c'est impressionnant là. Jokic, il est dans le top 5 au point, au rebond, aux passes, aux interceptions. Il a la plus grosse, il a la meilleure note à l'efficiency. Individuellement, en fait, rien que là-dessus, en fait, sa saison est folle. Le parcours des Nuggets, c'est ce qui était décrit dans le mail là. Ça me choquera pas si Shai est élu MVP parce qu'il fait partie de ceux qui méritent, qui pourraient le mériter, enfin qui le mériteraient. Aussi pour ce que tu as avancé, Antoine, et qui, faut bien le reconnaître, pèse souvent lourd dans la balance en fait. Donc tu vois, il y a un moment, je veux dire, Karl Malone a été MVP. Est-ce que c'était le meilleur joueur de la NBA la saison où il a été MVP ? Je suis pas sûr. C'est un exemple comme ça. Il y a un moment, les gens qui votent ont envie de changer un petit peu, que ça bouge, que ça tourne. Mais moi, je suis d'accord avec ce qui est dans le contenu du mail. Je pense que Jokic est le MVP. Si je dois prendre un mec dans toute la ligue pour m'assurer que mon équipe ait le plus de chances de pouvoir gagner, je prends Jokic. Ouais, c'est pas simple, mais je répète que j'aime le côté de quoi on se souviendra à propos de cette saison. Et c'est souvent ça que je retiens et qui me permet de mettre le MVP. Comme ça, peut-être que je dirais plus Shai Gilgeous-Alexander, parce que si OKC finit avec le meilleur bilan de la ligue, on se dira c'est la
où OKC a fini en tête. Après, on verra ce qui se passe en playoff, évidemment. Et en même temps, le meilleur joueur de la ligue, c'est Jokic. Même sur la saison, c'est fou. Les stats, elles sont complètement dingues. Et j'ai moi aussi bien aimé l'argumentaire de Maxime. Donc, du coup, c'est une question de Maxime. J'ai bien aimé parce que c'est vrai que on dit toujours qu'il y a différents arguments à avancer. Il y en a qui attachent plus d'importance à tel truc, telle importance à l'autre. Là, il remplit toutes les cases quasi. Shai aussi quelque part, mais un poil moins en termes d'impact statistique, même si ça reste des stats époustouflantes. Donc je suis partagé. Moi aussi, je serais choqué par aucune des deux issues, comme j'aurais été choqué par aucune des issues sur certaines saisons précédentes. La saison où Embiid gagne, je pense que Jokic peut gagner, mais ou même Shai d'ailleurs. Et au final, c'est Embiid qui gagne et ça me choque pas. Cette année, ce sera pareil. Mais je réserve encore, j'ai pas d'avis arrêté sur le sujet et je pense que peut-être que ça sera déterminé par la fin de saison. Si je peux me permettre de botter en touche, il reste encore un peu de temps. S'il se passe quelque chose dans un sens ou dans l'autre pour l'un des joueurs, malheureusement, un truc type blessure ou une mauvaise série de résultats, peut-être que ça va influer aussi, je pense. Non, mais tu as raison, parce que c'est compliqué cette question, parce qu'on se pose forcément aussi de la signification historique. Et c'est vrai que je pense que dans ma vie, j'ai déjà vu et je reverrai plus facilement quelque chose d'approchant de Shai Gilgeous-Alexander qu'un nouveau Jokic. Vraiment, moi, je continue d'être époustouflé par ce que ce joueur peut proposer. C'est vraiment l'un des tout meilleurs basketteurs que j'ai pu voir de toute ma vie. Ça fait 35 ans maintenant que je suis ce sport. Et c'est vrai que l'année où c'est Embiid, c'est pas honteux en fait. Je continue de le répéter. C'est Embiid a mérité quelque part a mérité son trophée de MVP. Il s'est donné les moyens sur les 2 dernières semaines notamment pour aller le chercher. Mais je suis pas sûr que c'est lui qui aurait été élu MVP si Jokic n'avait pas déjà eu 2 trophées de MVP à ce moment-là. Et moi, ça me gêne beaucoup ça. Ça me gêne beaucoup parce qu'à un moment, je continue de penser que ça a joué et je continue de penser que ça jouera cette année à nouveau. De pas vouloir mettre tel joueur dans telle catégorie en disant oui mais si on lui donne autant ça veut dire que là il va passer dans la catégorie des ceci ou cela, il a gagné qu'un seul titre. En fait ça doit pas être ta question au moment où tu juges une saison, je trouve, et c'est pour ça qu'à l'inverse tu vois quelque part, mais tu vois ça prouve bien que c'est compliqué, c'est qu'à l'inverse maintenant je me dis bah oui j'aimerais bien qu'il en prenne au moins un parce qu'il y a d'autres saisons où finalement il les a pas eu où il aurait pu les avoir, et je pense que honnêtement peut-être que je me trompe tu vois, mais j'ai toujours le sentiment que les gens se rendent pas compte de la saison, enfin du joueur qui est Nikola Jokic, et je retire absolument rien à Shai Gilgeous-Alexander. J'adore le joueur, j'adore l'équipe, mais voilà. Je suis pas sûr que le raisonnement sur Jokic soit à nouveau comme ça. Ça a été le cas en 2023, mais je suis pas sûr que là il y a un blocage en mode ah non, on veut pas le faire rentrer dans une nouvelle catégorie. J'ai l'impression que c'est plus le côté on va le donner à quelqu'un d'autre. Parce que du coup, Théo, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ça veut dire Jordan il en prend 10, LeBron il en prend 10 alors. Parce que Moi, c'est ça me gêne le. pas en fait. Ouais, ok, d'accord. Si Donc, c'est le ouais, cas, non, c'est mais. le cas en fait. Tu vois, moi, ça me gêne absolument pas. L'année où Derrick Rose est MVP, il mérite son MVP, mais moi, je garantis que si LeBron n'avait pas fait The Decision, regardez les stats. Allez regarder les stats de LeBron Oui, cette il aurait dû saison. être MVP, bien sûr. Mais LeBron mais en fait, Jordan est MVP 10 années de suite et LeBron 10 années de suite. Comme là, Jokic l'aurait été 5 années de suite, parce que c'est des joueurs qui dominent leur génération comme personne. Et si tu dis que ça. Je comprends que ça ne te gêne pas, mais moi, je suis toujours le parallèle avec le Ballon d'Or. Moi, le mot, le Ballon d'Or, ça a commencé où chaque année, ça se jouait entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, parce que c'est les 2 meilleurs joueurs du monde à ce moment-là, les 2 meilleurs footballeurs de la planète. Moi, ça m'a saoulé, tu vois. Mais c'est un truc perso, au final, quelque chose quand je dis ça m'a saoulé, c'est à la marge de la marge de la marge, tu vois. Mais j'aime bien l'idée qu'on tourne un peu, en fait. Mais c'est toujours, est-ce que c'est les meilleurs dans l'absolu ou est-ce que c'est ceux qui ont le plus marqué les esprits sur la saison avec des titres, des machins, c'est un peu ça là. Et pour le Ballon d'Or, c'est pour ça que ça choquait un peu les gens, c'est que parfois, même si on sait que c'était les 2 meilleurs joueurs du monde, t'as des mecs qui ont remporté une compétition avec leur équipe nationale, leur championnat, qui ont mis 40 buts aussi, et qui l'ont pas eu parce que c'était la lutte entre les deux. Oui, mais si tu reviens à la question qu'a dit Théo à la fin, tu vois, sur Jokic, c'est en mode, bah si là il y a un mec que je suis sûr qu'il va me faire gagner le titre, bah c'est le meilleur joueur du monde et c'est Nikola Jokic. Et du coup, le MVP, 5 années de suite, c'est Nikola Jokic. Mais 10 ans de suite, c'est LeBron, 10 ans de suite, c'est Jordan, tu vois. Et du coup, parce que tu vois, même tu as dit sur l'impact statistique,
Ouais, je suis même pas sûr que Shea, en impact statistique, il soit en dessous de Jokic, en fait. Malgré le fait qu'il soit pas dans les top 5. Il est quand même à un pourcentage indécent pour les tirs qu'il prend. C'est le meilleur intercepteur de la ligue. Il bloque plus de tirs que Jokic. Il a un meilleur plus-minus. Il a un on-off. Je suis même pas sûr que son on-off, le fameux truc qui est souvent en faveur de Jokic, je suis même pas sûr que le on-off de Shea soit moins bien que celui de Jokic. Il faudrait que je revérifie. Déjà, c'était dans des sphères très similaires, mais je sais pas lequel des deux était devant l'autre, mais c'était de loin les deux premiers de la ligue. Tu vois, donc au final, il a tout dans les statistiques aussi, tu vois. Par contre, moi, je suis d'accord avec Théo. C'est un moins bon joueur que Jokic. Aujourd'hui, tu me dis qui est le meilleur joueur. Je le mets même pas dans les 3 meilleurs joueurs du monde, tu vois. Mais par contre, je me dis, bah, ouais, après, voilà, on rejoint le storytelling. On revient à la conversation de départ. Je trouve que sur le storytelling, enfin, moi, je prends en compte le storytelling. Mais je retire rien vraiment ni au talent ni à la saison de Shea. Et quand tu posais la question sur 10 ans de suite, j'ai répondu un peu vite peut-être. Ça dépend quand même. Je dis pas sur le papier qui est le meilleur joueur, parce que ça c'est injuste. C'est pas la question que tu dois te poser quand tu juges une saison régulière, parce qu'encore une fois, non, les titres rentrent même pas en ligne de compte. C'est vraiment la saison régulière. Tu vois, par exemple, alors c'est peut-être, tu vois, 93 quand c'est Barclay, ça me choque pas en fait. Parce qu'il fait une saison incroyable, parce qu'il a changé de conférence et qu'il emmène tout de suite son équipe très loin. Tu vois son impact sur le jeu. En 93, c'est Jordan le meilleur joueur. La question, elle se pose pas. Par contre, le titre de MVP de Barclay me gêne pas forcément sur cette saison-là. Comme, encore une fois, l'année où c'est Joel Embiid, c'est pas le fait que Joel Embiid soit MVP en fait, parce que sa saison elle est remarquable, la Joel Embiid, cette saison-là. Mais ce qui me gêne un peu, c'est ce que je te disais, le sentiment que finalement c'est peut-être pas là-dessus que ça s'est vraiment joué au moment de son élection, quoi. On parlait de Joel Embiid. Il y a une question de François qui concerne les Sixers. La saison des Sixers est un véritable naufrage. En tant que fan, je décroche, c'est un calvaire. Embiid et Paul George pourront-ils un jour aligner une saison, plus des playoffs ensemble d'ici la fin de leur contrat max selon vous? Dans ce contexte, pensez-vous que les Sixers devraient enclencher un rebuild total dès cet été en se séparant des deux pour reconstruire autour de Tyrese Maxey et Jared McCain, qui, sans blessure, serait le roi incontesté de cette QV? Quelle contrepartie peuvent-ils espérer en échange d'Embiid et PG? Full pick de draft ou un ou deux bons jeunes pour viser les playoffs courts et long terme. En gros, François veut que vous sauviez les Philadelphia Sixers. Est-ce que vous avez une version préférée de ce qu'a proposé François, les gars? Moi, pour répondre à la première partie de la question, je pense que c'est... Non, je pense pas que Joel Embiid et Paul George joueront suffisamment de matchs ensemble pour que les Sixers puissent être champions. Cette année, en tout début d'année, j'étais plutôt optimiste pour un truc un peu bête. Je me disais, bon, bah, ils ont tellement perdu, il y a un moment, ça va cliquer, quoi. Tu sais, il y a un moment, tu peux pas... En fait, non, c'est pas possible. Je pense que dans l'état, je vois pas cette équipe pouvoir s'en sortir telle quelle. La question, c'est qu'est-ce que va vouloir faire que vont vouloir faire les propriétaires. Parce que là, ils sont quand même dans un moment où il faut se poser les vraies questions. Il y a énormément d'argent. Enfin, cette équipe coûte cher, les joueurs coûtent cher, mais pour autant, je pense pas qu'ils feront figure de prétendants dans les années à venir. Je vois pas de fenêtre pour eux pour gagner à court terme. Et pour ce qui est des trades, ça va pas être simple non plus, hein, parce que là, en fait, tu vas te retrouver à avoir investi énormément d'argent et à forcément être perdant au moment de la revente, en fait. Et là, l'Argus, il est pas bon, hein, ni pour Embiid, ni pour Paul George, encore plus pour Paul George, limite. Mais ouais, c'est vraiment très compliqué. Il y a un point déjà, c'est qu'ils ne possèdent pas leur pic, comme beaucoup d'équipes qui ont été ambitieuses à un moment. Alors imaginons, ok, là on parle d'une reconstruction cet été, donc leur pic 2025 a déjà été envoyé à OKC. Il faut savoir que là aujourd'hui, le pic des Sixers, ils reviendront donc au Thunder, sauf si c'est entre 1 et 6. Donc a priori, ça sera au-delà de 6 quand même. Les Sixers vont peut-être jouer le play-in, ou même s'il manquait les playoffs, ça serait avec le 14e bilan, le 14e moins bon bilan de la NBA. Donc ils piocheraient plutôt dans la loterie et leur pic reviendrait au Thunder, sauf énorme coup de chance à la loterie. Et là, du coup, Philly piocherait entre 1 et 6. Mais derrière, leur pic, une fois qu'ils ont rempli leur obligation auprès d'OKC, leur pic appartiennent à Brooklyn sur 2 ans. Où c'est protégé 1-8. Donc tu peux quand même tanker, mais généralement quand tu tankes, tu essayes d'avoir tes pics. Donc bon, c'est quand même possible. Voilà, c'est quand même un petit bémol sur ce plan de reconstruction. Je pense qu'Embiid, tu peux quand même récupérer des choses. Il y a des équipes qui seront prêtes à se dire ok, c'est notre gars.
Paul George, ça devient beaucoup plus compliqué vu son salaire et ses performances. Hein. C'est... Parce que là, c'est même pas tant qu'il est blessé, c'est quand il est là, en fait, il sert pas à grand. Enfin, j'entendais quelqu'un qui disait, quelqu'un de The Ringer qui disait qu'il était temps maintenant d'appeler, enfin de considérer Paul George pour ce qu'il est aujourd'hui. Alors c'était peut-être un peu dur, mais en tout cas sur cette saison avec les Sixers, je lui donnais pas tort. Il disait c'est un role player qui est payé comme une star en fait. Parce que ce qu'il fait de bien, faciliter le jeu, être un joueur de complément, il fait du taf de role player. Et à ce prix-là, c'est pas pour ça que t'es venu, quoi. Moi, je chercherais par tous les moyens. J'acte comme vous l'impossibilité probablement d'aller jusqu'au titre avec Joel Embiid. Pas sur le niveau intrinsèque du joueur, mais sur son incapacité à ne pas être blessé, avec un genou qui nécessite a priori encore une opération. D'ailleurs, discrètement, ils ont glissé ça pendant les célébrations du Super Bowl à Philadelphie, tranquillement. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'aurais bien besoin d'une nouvelle opération au genou parce que je pense que je ne serai jamais vraiment à mon meilleur niveau. Bref, je pense qu'il faut... Je ne sais pas par quel moyen, je ne suis pas un aussi bon GM qu'Antoine, qui, je pense, se débrouillerait bien, mais il faut solder les comptes. Je pense que le point commun entre toutes les déceptions, malheureusement, sur ces années, c'est la présence de Joel Embiid. Il y a eu d'autres joueurs qui ont été là, qui sont partis, des dirigeants, des entraîneurs. Et je pense malheureusement qu'il faut tourner la page. En plus, l'histoire d'amour n'est pas si intense que ça à l'heure actuelle. Il y a une forme de... Embiid sent comme un manque de reconnaissance. Les fans sont souvent à 2 doigts de le siffler, puis le lendemain de l'aduler. C'est pas très constant. S'il y a un moyen de repartir de zéro, je parle même pas de Paul George, mais le contrat est désastreux. Donc, s'il y a moyen de récupérer leurs pics ou des pics corrects pour repartir, et je veux juste pas d'entre-deux en fait. Si j'étais GM aujourd'hui, je supporte pas les situations d'entre-deux parce que tu sais pas vraiment ce que tu joues. Je préfère savoir que sur 1 an ou 2, ça va reconstruire et tanker avec des jeunes joueurs plutôt que on va peut-être finir 9e. Je supporte pas ça. Donc voilà ce que j'aimerais. Limite, il devrait faire full tanking maintenant. Joel Embiid, c'est maintenant qu'il devrait se faire opérer. Il devrait se faire opérer du genou maintenant, faire full tanking en priant pour essayer de choper, d'avoir du bol et que la bille tombe de leur côté pour garder leur tour de draft cet été. Finalement, on avait allumé les Mavs quand ils ont fait ça, la fin de saison, quand il y avait Kyrie Irving, là, où ils ont shut down Luka, ils se sont mis à tanker en dernière minute. On s'est dit, mais c'est honteux de faire ça quand tu viens de faire venir Kyrie Irving. Derrière, ça leur a quand même permis de choper Derek Lively. La saison d'après, ils font finale NBA. Alors, c'est un scénario un peu comment dire, hors norme, entre guillemets. Mais je pense qu'effectivement, tu vois, j'avais même pas capté qu'il existait quand même une chance potentielle qu'ils puissent avoir leur pic cette année. Ils devraient faire full tanking dès maintenant. Parce qu'à quoi ça te sert finalement de continuer à gagner des matchs maintenant là. Ton objectif, c'est de gagner le titre ou de te mettre en position d'être concurrentiel. Ça sert absolument à rien de gagner le moindre match maintenant. En tout cas, s'ils piochent pas 1, 2 ou 3, je suis effectivement rejoindre. J'avais pas trop réfléchi à cette question-là avant qu'elle nous soit posée. Mais c'est vrai que si je suis les Sixers cet été, j'essaie quand même de bazarder et Joel Embiid et Paul George, parce que je viens de voir les salaires. Embiid, entre 2028 et 2029, vous vous rendez compte, c'est loin. Hein, je ne suis même pas sûr qu'il joue encore au basket à ce moment-là. Il touchera 69 millions. C'est incroyable. La saison prochaine, il touche 55, puis 59, puis 64, puis 69. Il a un contrat. Et Paul George, 51, 54, et il a une option joueur à 56. Paul George, il va la prendre, je peux te le dire tout de suite. Il l'a déjà. Il a déjà activé. Et Paul George, je pense limite, ils doivent mettre un pic pour trade Paul George en fait. Je suis même pas sûr que. Tu vois, je pense qu'il faut donner des assets à une équipe quoi. En mode, s'il vous plaît, débarrassez-nous. Ça, c'est compliqué. Hein. J'avais pas conscience du. Je savais le niveau des salaires, mais j'avais pas capté que c'était aussi loin. Genre que Embiid, il était sous contrat jusqu'en 2029. Ouais. Alors qu'il a l'air au bout du bout déjà. C'est compliqué. Ouais, il y a des choix qui ont été faits qui sont discutables et qui auraient pu tourner autrement s'il n'y avait pas eu, peut-être, on ne sait pas, je dis ça, mais normalement, Nick Nurse c'est plutôt un bon coach. L'équipe autour semblait pas trop mal construite, ce qui explique qu'on était plutôt optimiste pour leur compétitivité cette saison. Mais à partir du moment où on parle de joueurs qui sont pas, malheureusement pour eux, pas hyper fiables physiquement, c'est des décisions assez folles quand tu regardes les contrats. Il faut transférer Embiid. Il faut transférer Paul George, il faut donner de la thune sur 2 ou 3 ans à Gershon et à Bouzélé pour qu'il soit genre le mec qui va scorer avec Maxey et McCain dans une équipe qui sera faible. Essayer de choper un super gros pic à la draft, peupler avec des mecs nuls, recommencer à récupérer.
Gershon Yabusele, s'il stat, tu peux le trader en cours de saison. Tu vois, en mode, regardez, notre gars là, il est à 16 points, 9 rebonds. C'est la pièce qui vous manque là pour aller jouer le titre. Tu vois, des trucs comme ça. Et il va falloir beaucoup de chance, beaucoup de patience. Mais tu l'as dit, le niveau d'amour, il est tellement bas que je pense qu'aujourd'hui, les fans des Sixers, en fait, ils sont prêts à accepter, à mon avis. Vous nous direz en commentaire, mais je pense qu'il y en a un paquet qui sont prêts à... Et je parle des fans des Sixers qui ont supporté Philly avant l'arrivée de Joel Embiid, si possible aussi. Pas juste ceux qui étaient fans de Joel Embiid. Eux, du coup, ils seront peut-être moins prêts. Mais je pense qu'il y en a un paquet qui seront prêts à se dire c'est bon, ramenez-nous Sam Hinkie, là, on recommence encore une fois pour voir. Sam Hinkie qui avait retrouvé du taf en NFL, non? Je me rappelle plus. Il faudrait que je sais pas s'il a recommencé un process avec une autre équipe, mais bon. Dernière question de la journée, question de Jimmy. Salut, je suis un suiveur occasionnel de NBA depuis l'américanisation lycéenne de mon frère aîné, fan de Tony Parker et même de sa musique, nous signale-t-il entre parenthèses. Dur. Un peu dur. Et qui a Tony Parker a hésité entre la carrière NBA et la musique, il faut le rappeler quand même, donc c'est pas anodin. Et qui a recommencé à suivre réellement et à s'abonner au League Pass depuis l'arrivée de Victor Wembanyama. Je voulais votre avis sur l'utilisation de ce dernier cette saison, comme l'a rappelé récemment Guillaume du Basket Lab. Pourquoi les Spurs ne spamment-ils plus autant qu'en fin de saison dernière les pick and roll inversés dévastateurs de Victor et en font un intérieur classique? De mon côté, j'en suis venu à me demander si ce n'est pas pour le protéger et lui permettre de gagner en coffre avant d'endosser pleinement le rôle de dépositaire en attaque sans affecter sa défense. C'est une très bonne question. Pourquoi ils ne le refont pas plus? Mitch Johnson, c'est une très bonne question que je ne me suis pas posée. Mitch Johnson est assez critiqué. Je ne sais pas si vous avez vu récemment. On ne sait pas à quel point Pop est impliqué dans ce qui se passe dans le choix des hommes et la stratégie, mais je vois que chez les fans des Spurs, ça gronde un peu sur les choix, l'utilisation de Victor, entre autres, le temps de jeu des uns et des autres, et il est un peu moins populaire ces derniers temps. En plus, je pense que ça serait une combinaison intéressante avec Stephen Castle qui pose les pics. Parce que là, Jérémy Sohan et Victor Wembanyama, ils passent de moins en moins de temps ensemble. Donc, il faut quelqu'un qui vient poser les pics, tu vois. Alors, ça peut être Chris Paul de temps en temps, mais ça peut être sympa avec Castle qui a une forme de verticalité et qui, lui, peut cut vers le cercle après avoir posé le pic. Ça peut être plus qu'Harrison Barnes qui va juste pop de toute façon. Ouais, des pics où Wembanyama la balle et Castle qui pose un écran, ça m'intrigue. Mais pourquoi on n'en voit plus? Pourquoi on en voit moins, en tout cas? Ouais, je ne saurais pas dire non plus pourquoi. Par contre, je pense qu'il y a un vrai fond sur le fait d'attendre que Victor Wembanyama soit plus étoffé physiquement avant de l'envoyer au charbon plus fréquemment. Ça, je pense que c'est un vrai truc, quoi. Ouais, on voit encore, même s'il s'est déjà renforcé, et qu'il tient bien le choc pour un joueur dont on pouvait questionner la fiabilité sur une saison. Il n'avait jamais joué autant de matchs avant sa saison rookie. Là, ça tient plutôt bien, on touche du bois pour lui. C'est vrai qu'il y a encore des séquences où il se fait un peu bousculer. Je pense que cette théorie est pas mal. Et après, moi, je m'interroge juste sur ce que ça donnera quand Pop sera de retour, et je l'espère bientôt, parce que j'ai l'impression qu'il sera plus à même de l'utiliser au mieux, et que ce soit sur ces situations-là, pick and roll inversé et autres, que dans le jeu en général. Voilà. On espère revoir Pop rapidement. Après, l'arrivée de Fox va donner aussi d'autres options à San Antonio. Donc, il va falloir voir maintenant sur cette deuxième partie de saison quel type de jeu, en quoi... est-ce que ça donne, si ça donne d'autres options que les Spurs vont utiliser. Ouais. C'était la dernière question, les gars. Merci à tous pour vos questions, encore très très nombreuses. Continuez d'en envoyer. Il se peut qu'on fasse de temps en temps des doubles salves comme ça, où on peut répondre à vos questions. Yes, et la prochaine, en tout cas, ça sera samedi, ça c'est sûr, le CQFR du samedi. Nous, on se retrouve demain pour un CQFR classique. Je crois qu'il n'y aura pas de match a priori jusqu'à mercredi soir. Donc bon, on verra. On ne sait pas encore exactement de quoi on va parler selon ce qui est tombé dans l'actualité. Et bien écoutez, bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. Ciao, ciao. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.